Ok. Alors je vais terminer, je pense terminer ce chapitre combinatoire en vous parlant de la dualité, parce que je vais en avoir besoin, c'est aussi très bête. Donc 4, dualité. Bon, je devrais dire la formule d'Euler, bien que ça paraît enfantin, ça a quand même des applications hautement non triviales. Donc là, je vais donner une petite application, mais vous pouvez vous poser la question, par exemple, est-ce qu'une carte planaire, donc comment je vous ai donné une carte planaire, je vous ai dit c'est un plongement, je peux la dessiner dans la sphère ou dans le plan, disons. Regardons dans le plan. Dans ce plongement, mes arêtes, elles peuvent être biscornues, elles doivent être quand même, ça doit être des segments continus, mais ces segments ne sont pas forcément droits. Est-ce que je peux dessiner une carte planaire toujours avec des segments de droite, où les arêtes sont des segments de droite? La réponse est trivialement non. Pourquoi? Parce que si vous avez une boucle, ou si vous avez des arêtes multiples, je ne vais pas pouvoir dessiner des arêtes multiples avec des segments droits, parce que sinon, ils se retouchent. D'accord? Ils s'overlappent. Mais il y a un théorème qui dit que dès que vous prenez une carte simple, c'est-à-dire sans boucle et sans arêtes multiples, alors vous pouvez la dessiner avec des arêtes droites. Vous savez, on a des jeux comme ça sur les smartphones où vous avez des points qui sont liés par des élastiques et vous devez bouger les points jusqu'à ce que les élastiques ne se croisent plus. Eh bien, c'est basé sur le théorème de Fary, théorème de 1948, qui vous dit que toute carte planaire simple, finie, peut être dessinée avec des lignes droites. Eh bien, pour démontrer ça, au cœur de cette démonstration, il y a la formule d'Euler. Alors vous pouvez regarder, c'est dans les lecture notes. Il y a aussi plein d'autres choses, les solides platoniciens. Pourquoi il n'y a que 5 solides platoniciens? C'est aussi la formule d'Euler. Enfin, il y a plein de jolies applications. Revenons à la dualité. Qu'est-ce que c'est que la dualité? Eh bien, c'est très simple. Hein. Quand vous avez une carte, voilà, encore un, tac. Voilà, ça c'est une carte planaire. Eh bien, vous avez une carte duale qui est obtenue en échangeant le rôle des sommets et des faces, c'est-à-dire les faces de la carte deviennent les sommets de la carte duale. N'oubliez pas la face externe. Et les relations d'incidence sont conservées, c'est-à-dire que si deux faces sont adjacentes, les sommets vont être adjacents. Là, la face est adjacente à elle-même, ça veut dire que je prends une arête duale de cette arête-là, ça me fait une boucle. Je vous laisse comprendre pourquoi. Voilà, j'espère que je n'en ai pas oublié. Si. Voilà, ça c'est la carte duale. Et il me faut une convention pour l'enraciner. Je vais dire que je vais l'enraciner au dual de l'arête racine de telle façon à ce que je croise perpendiculairement l'arête racine comme ceci. C'est-à-dire que si je vais de l'arête duale à l'arête primale, je tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre de 90 degrés. D'accord? Donc ça, c'est la carte duale. Si M est la carte que je vais appeler primale, la carte duale, je l'appelle M avec un petit poignard, là, M dagger. Ok? Donc très, très facile, cette dualité. Il y a une autre dualité, en fait une bijection qui est un petit peu moins classique, mais qui est aussi très jolie, c'est la suivante. Imaginez que je vous donne une carte, peu importe, pas de contrainte. Ici, j'ai, voilà, pas forcément une triangulation, ce que je veux dire. Voilà, par exemple, comme ceci. Voilà, je l'enracine. Eh bien, à cette carte M, je vais faire correspondre une quadrangulation cette fois-ci. Comment je vais faire? Ça commence pareil. Je vais mettre un sommet dans chaque face. Mais cette fois-ci, au lieu de relier les sommets jaunes entre eux, je vais les relier au sommet blanc de la même face. C'est-à-dire que dans chaque face, je vais relier le sommet jaune à tous les sommets blancs de la face.
En fait, je triche un peu, je ne vais pas seulement les relier au sommet blanc, je vais relier au coin des sommets blancs. C'est-à-dire que quand je fais le tour, si je rencontre un sommet blanc 2 fois, là, quand je fais le tour, je le rencontre ici, je le rencontre encore ici, et bien je vais mettre 2 arêtes. Hein? Et je fais pareil sur la face externe. Eh bien, regardez la carte rouge. Je prétends que c'est une quadrangulation. Et c'est à peu près clair, parce qu'à chaque arête blanche de ma carte primale, qu'est-ce que j'avais? J'avais 2 sommets. D'un côté, j'ai mis 2 points jaunes, et ces points jaunes, je les ai reliés au sommet blanc par des arêtes rouges. Eh bien ça, c'est bien un quadrangle. Mais regardez, partout, il n'y a que des quadrangles dans le rouge. Il me faut aussi une règle pour enraciner cette quadrangulation. Ben, je vais dire que je vais l'enraciner sur celle-ci. C'est-à-dire que quand je pars de la quadrangulation et que je veux retrouver l'arête racine de ma carte initiale, eh bien pareil, je tourne vers la gauche. OK? Eh bien ça, c'est une bijection. Cette construction-là, c'est une bijection entre, je vais l'écrire comme ça, l'ensemble des cartes à n arêtes, les choses blanches, je viens de les mettre en bijection avec l'ensemble des quadrangulations, donc ce sont les cartes dont toutes les faces sont de degré 4, et chaque arête a été transformée en une face de ma quadrangulation, donc à n faces. Donc ça, c'est moins trivial. Si vous voulez compter le nombre de cartes à n arêtes, eh bien, il suffit de compter le nombre de quadrangulations à n faces. D'accord? Voilà. Ça termine le chapitre combinatoire. Si vous voulez en savoir plus, il y en a dans les lecture notes. Et je vais prendre cette transition. Grâce à cette bijection, si je veux compter les cartes à n arêtes, il me suffit de compter les quadrangulations à n faces. Eh bien, c'est ce que je vais faire maintenant. Essayons de compter le nombre de quadrangulations à n faces. Et donc, c'est le chapitre 2. Alors, je ne fais pas ça pour le plaisir, parce que vous allez voir que ce que l'on fait dans ce chapitre 2, l'équation de Tutt, eh bien, ça encapsule en quelque sorte ce que l'on va faire plus tard avec le peeling process, le processus d'épluchage. Donc, chapitre 2, l'équation de Tutt. William Thomas Tutt. Pour la petite histoire, il a commencé, donc c'est un Anglais, il est mort il n'y a pas si longtemps que ça, mais bon, il est né, je ne sais pas, dans les années 25-30, il faisait de la chimie, et il était très bon en chimie. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, il a participé au programme avec Turing et tout ça pour décoder la machine Enigma, et les gens ont dit, mais il est quand même bon en maths, d'accord, tu fais de la chimie, mais tu devrais venir faire des maths. Et donc, il a été tiré par son directeur de thèse. Il est passé de la chimie aux maths, et avec succès. Dans ce sens-là, ça peut marcher. Et voilà. Et après, il a fait toute sa carrière au Canada. Et donc, c'est un chimiste au début. C'est peut-être pour ça qu'il s'intéressait aux cartes planaires, peut-être des isomères, des... Bon, bref, je ne sais pas. OK. Alors, c'est quoi l'idée de l'équation de Tutt? L'idée... Donc, je vous rappelle notre but. Notre but, c'est compter cet ensemble-là. Bon, si vous essayez vous-même, vous vous dites, bon, ce que je vais essayer de faire, c'est un truc récursif. Je vais prendre une quadrangulation à n faces et je vais effacer une arête ou effacer une face et essayer de me ramener une quadrangulation avec moins de faces. L'idée, c'est effacement ou idée, c'est équation récursive. Hein, vous avez votre carte, vous avez votre arête racine, il y a des quadrangles partout. Ce que vous voulez faire, c'est prendre l'arête racine. Vous avez votre quadrangulation ici. Je vais faire un cas simple. Prenez votre arête racine et vous l'effacez.
Et vous dites, ok, c'est bon, bah maintenant, en effaçant cette arête racine, j'ai comme identifié les deux faces qui étaient à gauche et à droite. J'ai une face de moins, donc je passe à n-1, j'ai gagné. Sauf que, bah, en faisant ça, c'est plus une quadrangulation. Si, par exemple, j'avais ça, au voisinage de l'arête racine, en effaçant l'arête racine, alors pour les plus bourbakistes d'entre vous, vous voulez vous dire, mais où est-ce que je remets l'arête racine? Ça, c'est pas un problème, je la remets là, par exemple, avec une procédure déterministe. Le plus gros problème, c'est que, en effaçant cette arête racine, bien ça, c'est plus de degré 4, ici, c'est degré 6. Donc, je ne suis plus dans le cas des quadrangulations. Et là, vous vous dites, mais c'est pas grave, en mathématiques, c'est assez courant ça. Pour résoudre un problème, je vais prendre un problème général, qui est plus compliqué, mais qui est plus stable. Donc là, au lieu d'énumérer les quadrangulations à n faces, je vais énumérer une classe plus grande, qui va être les quadrangulations à bord. Donc, quadrangulation à bord. Qu'est-ce que c'est qu'une quadrangulation à bord? Eh bien, c'est une carte planaire dont toutes les faces sont des quadrangles, toutes les faces sont de degré 4. Toutes les faces sont de degré 4, 4, 4, 4, 4. Sauf la face racine. La face à droite, souvenez-vous, la face à droite de l'arête racine, qui est la face externe, eh bien ici, elle n'est pas de degré 4, elle est de degré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Eh bien voilà, je dis que c'est une quadrangulation à bord de périmètre 18. D'accord? Donc j'ai juste relâché la contrainte sur le degré de la face externe. Et je vais noter Q, N, L. Ce sont les quadrangulations à bord. Avec n quadrangles, donc les faces internes n quadrangles. Interne. Il se peut que ma face externe soit également un quadrangle. Et périmètre. Alors là, c'est juste pour me simplifier les notations, périmètre 2L. Parce que c'est un petit exercice de voir qu'une quadrangulation à bord, le degré de la face externe est forcément pair. Essayez de le voir, ça se voit bien. Et donc, pour me simplifier les notations, ici, je mets 2L. Donc ça, par exemple, c'est un élément de Q, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9. D'accord? Et je noterai généralement ces objets-là Q. Comme quadrangulation, mais aussi comme quadrangulation à bord. OK? C'est clair pour tout le monde ce que je veux signifier par une quadrangulation à bord? Encore une fois, même remarque que tout à l'heure, si vous faites le tour de la face externe, eh bien la face externe n'est pas forcément simple. Il se peut que vous rencontriez plusieurs fois le même sommet. Il y a des pinch points, des points de pincement. OK? Eh bien, maintenant, notre nouveau but, ça va être énumérer ça. But, énumérer QNL. Et pourquoi c'est un but plus général que ce qu'on s'était fixé au début? Bien, vous pouvez vous dire, c'est quoi ça? QN2 sont les quadrangulations à bord telles que le périmètre, c'est-à-dire le degré de la face externe, c'est 4, 2 fois 2, 4. Donc ça, c'est les quadrangulations à n plus une face. Ok, donc si je sais compter ça, je saurai compter ça. Mieux,
Ça, c'est aussi... je vais me planter. Qn plus 1, 1. Est-ce que vous voyez pourquoi? Là, c'était facile. Hein, c'était facile, je dis juste la face externe, qui n'est pas comptée, est de degré 4. Donc si je la recompte, je passe de n à n plus 1. Mais là, ça, ce sont des trucs qui commencent comme ça. J'ai mon arête racine. À droite de mon arête racine, ma face externe doit être de degré 2. Et après, je n'ai que des quadrangles. Vous voyez ce qu'on peut faire? On prend la face racine, on l'aplatit pour nous former une seule arête. Et donc, dans ce cas, je reviens à une quadrangulation avec une plus une face. D'accord? Alors, pourquoi c'est plus pratique d'être passé aux quadrangulations à bord? Eh bien, c'est que maintenant... Ah, c'est là-bas. Maintenant, mon procédé d'effacement de l'arête racine n'a plus un si mauvais comportement. Je vais rester dans la même classe. Je vais vous montrer ça. Hop. Est-ce que j'ai tout pour le faire? On va voir, oui. OK. Équation de Tutt, la voici. L'idée, c'est vous allez partir d'une quadrangulation à bord Q. Je signifie le bord en rouge comme d'habitude. Mais imaginez, là c'est un bord qui est simple, mais imaginez que ça peut être un bord général. Hein, il peut y avoir des trucs comme ça. Hein, ou des trucs comme ça. D'accord? Et ici, à l'intérieur, il n'y a que des quadrangles. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez effacer l'arête racine. D'accord? Et il va y avoir deux cas de figure qui vont se produire. Premier cas de figure, si vous effacez l'arête racine, qui était là, eh bien, à l'intérieur, il y avait un quadrangle. Et ma face externe, ça devient ça. Je vais dire, de manière arbitraire, je vais réenraciner mon truc là. Donc là, si j'avais n faces à l'intérieur et si j'avais un périmètre 2L, là, j'ai n-1 face à l'intérieur et mon périmètre est de 2L plus 2. J'ai fait moins 1, mais plus 3. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, eh bien, l'effacement de l'arête racine me disconnecte ma carte en deux bouts. Je ne suis plus connexe. Donc ça, c'était mon arête racine avant. Là, pareil, je vais péremptoirement décider de les réenraciner comme ça et comme ça, sur la première arête de chaque côté. J'ai des quadrangles à l'intérieur, ici. J'en ai combien? Je ne sais pas. J'en ai un nombre n1, ici aussi. J'en ai un nombre n2. Et là, j'ai un périmètre que je vais noter 2L1, et ici un périmètre 2L2. Je dois avoir des relations de compatibilité, naturellement. Ici, le nombre de quadrangles doit être à l'arrivée égal à celui du départ. Donc n1 plus n2 est égal à n. Et le périmètre, eh bien, je dois avoir L plus L2. Donc 2L1 plus 2L2, ça me compte tout le périmètre sauf ça. Donc si je rajoute 1 ou 2 et je divise par 2, je dois avoir L. D'accord? Je vous montre quand même un petit truc qui peut être déroutant, mais qui va être super important. Imaginez, si vous ne comprenez pas tout de suite, ne vous affolez pas, vous pouvez quand même revenir au cours d'après, je vais l'expliquer. Si j'avais un truc comme ça, ça c'est un quadrangle, 1, 2, 3, 4. Mais je suis dans ce cas-là, en fait. Parce que l'effacement de mon arête racine me découvre un quadrangle. Mais il y avait juste la particularité que ces deux arêtes-là sont collées. Il n'y a pas de souci, hein, ça marche quand même. Hein.
Réfléchissez pourquoi? Parce que ici, c'est bien une quadrangulation, mais le bord n'est pas forcément simple. Bon, on reviendra là-dessus plus tard. Ben, c'est juste ça, l'équation de Tott. C'est juste ça, une fois qu'on l'a transcrite en termes de fonction génératrice. Donc, le truc habituel, c'est de, si vous voulez compter ces choses-là, ben, vous l'encodez dans une fonction génératrice que je vais noter Q, qui dépend de deux paramètres, G et Z. Et je forme une série qui est pour l'instant une série formelle. G, le nombre de faces internes, N, Z, le demi-périmètre, ZL, et ici, je mets le nombre de quadrangulations avec N faces internes de périmètre de Z. D'accord? Vous pouvez voir ça comme une série formelle pour l'instant. Et ça commence par 1 plus, etc. Pourquoi? Parce que quand je mets N égale 0, L égale 0, ça, c'est cette carte-là. Et après, il y a par exemple cette carte-là. Cette carte-là, elle va correspondre à quoi? Z. Et après, vous avez par exemple, il y en a d'autres, hein, mais vous avez par exemple celle-ci. Celle-ci, c'est quoi? C'est GZ, etc. Donc il y a plein de termes. GZ parce que j'ai une face interne, la face externe ne compte pas. J'ai un périmètre Z carré. Merci pour ceux qui suivent. Ok, eh bien si je transcris ceci en termes de la fonction génératrice, qu'est-ce que ça me dit? Imaginez que je somme ici sur toutes les cartes, toutes les quadrangulations avec volume, ça je vais appeler le volume N, et périmètre 2L, et que je forme la série génératrice, j'ai GZ. De deux choses l'une, soit je peux associer ici à une quadrangulation où N a été est plus petit, donc il faut que je multiplie par G, là, parce que en fait, je prends un élément ici et je vais lui rajouter un G pour aller là-bas. Et il faut que je divise par Z parce que le périmètre a été diminué par 1. Plus, ça c'est premier cas de figure, plus, ici c'est prendre deux quadrangulations de périmètre de 2L, N2, etc. et les recoller. Donc c'est juste faire un carré en termes de fonction génératrice. Je fais un carré, mais en plus il faut que je recolle cette arête-là, donc il faut que je augmente mon périmètre, Z. Si vous n'avez jamais vu ça, c'est une petite gymnastique d'esprit, mais c'est vraiment pas compliqué. Hein. C'est transcrire cette relation combinatoire en termes de série génératrice. Sauf que, si c'était que ça, vous pensez qu'on aurait appelé ça l'équation de Tott. Grand A est égal GZ grand A plus ZA carré. On sait faire ça depuis un sacré bout de temps, depuis la seconde quand je faisais, peut-être que certains d'entre vous l'ont même fait plus jeune. Ça, c'est une équation quadratique, je fais le delta, c'est fini. Où est l'astuce? Elle est fausse, telle qu'elle est écrite. Elle est fausse pour une raison, une condition au bord qui est super importante, c'est que ici, la quadrangulation qu'il y a là, la quadrangulation à bord qui est ici, elle a un périmètre qui est 2L plus 2. Donc son périmètre est forcément plus grand. Là, L était plus grand que... Ok, je vais dire que L n'était pas 0. Donc ça, c'est au moins 4. 2L plus 2, c'était au moins 4. Donc là, il faut que je soustrais ce qu'on note en combinatoire, le coefficient d'ordre 0 dans GZ, mais ça c'est juste 1 en fait. Et il faut que je soustrais aussi Z1 QGZ. Ça c'est, vous imaginez que j'isole dans cette série génératrice tous les termes en Z puissance 1. Je les isole et je les soustrais. Pourquoi? Parce que ici, ce mec-là doit être plus grand que 4. Elle est encore fausse, mais là, pour une raison un tout petit peu plus bête, bien, pour pouvoir enlever l'arête racine, il faut que j'ai une arête racine, n'est-ce pas? Donc, il y a un dernier cas de figure
C'est si c'était la quadrangulation à bord triviale formée d'un seul sommet. Donc ça, c'est 1. Voilà, c'est ça l'équation de Tutt. Donc si vous réfléchissez, c'est juste une petite perturbation, ça c'est une petite perturbation d'une équation très simple qui est juste une équation quadratique. Mais cette petite perturbation, si vous réfléchissez, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça compte? Ben, cette perturbation, elle compte Qn1 G puissance n fois z. Ça, c'est exactement ce que l'on veut énumérer. Donc la petite perturbation qu'on enlève, c'est exactement ce que l'on veut compter. Donc on ne peut pas dire, ok, je vais commencer par calculer la petite perturbation et puis après je vais résoudre l'équation. C'est pas comme ça que ça va marcher. Bien, Tutt est parti de là. Au début, il a fait ça dans le cas des triangulations, il a regardé ça droit dans les yeux pendant plusieurs mois et il a dit, tadam, voilà la solution. Savoir comment? Parce que c'est très facile de vérifier que cette équation vue en termes de série formelle Z et G et Z, c'est une équation qui détermine entièrement en termes de série formelle Q de GZ. Donc si je vous donne une solution, c'est bon, c'est la seule. Donc Tutt, dans son premier papier, il a dit « Tadam, voilà la solution, vérifiez que c'est la bonne ». Ça marche, naturellement, mais ce n'était pas très constructif. Juste après, il a développé des méthodes constructives pour les résoudre, et depuis, en combinatoire, il y a eu plein de développements pour résoudre ce type d'équation. Ce n'est pas mon but aujourd'hui, je ne vais pas vous la résoudre, je vais faire comme Tutt, je vais vous donner la solution. Des questions? Si vous ne comprenez pas comment passer de là à là, réfléchissez, c'est pas très compliqué, mais c'est une petite gymnastique. Donc, solution. Q de GZ égale, si j'avais un quart d'heure, je l'écrirais là, il n'y a que des racines, il y a des racines de 1 moins 12G, machin, 1, c'est un truc, ça prend un demi-tableau, que des racines, il y a des racines de racines, c'est dans les lecture notes, vous y allez, solution égale, boum. Vous prenez ça, Mathematica, vous mettez ça dans Mathematica, égale 0, ça marche, c'est fini. Croyez-moi sur parole, ça ne sert à rien que je vous la donne, parce que ce n'est pas du tout éclairant, mais c'est simple, très simple. Une forme simple, longue, mais simple. Je veux dire, il n'y a pas de fonction transcendante, c'est des racines et des racines, c'est tout. En particulier, vu qu'il n'y a que des racines et des racines, vous pouvez développer ce truc-là et trouver les coefficients. Si vous avez une semaine devant vous, vous pouvez le faire. Si vous avez Mathematica, il vous suffit de 10 secondes. Vous faites encore mieux, vous faites comme moi, vous allez voir dans les papiers de la littérature. Et c'était déjà fait. Et vous trouvez, in fine, que QNL égale, et je ne la connais pas par cœur, factoriel de z sur factoriel L, L-1, 3 puissance n, 2n plus L moins 1. La formule exacte, je m'en fiche quasiment, mais c'est juste pour vous montrer qu'elle n'est pas si horrible. Et comme convention, voilà. Simple. Hein. Donc en particulier, Qn1, vous faites L égale 1 là-dedans, et vous tombez sur 2 sur n plus 2, n plus 1, 3 puissance n, 1 sur n plus 1, 2n factoriel sur... Je l'écris de cette façon-là parce que ça, c'est le nombre de Catalan. Voilà, ça, c'est la formule bien connue. Et ça, eh bien, on a vu tout à l'heure que c'était aussi le nombre de cartes à n arêtes. Voilà, c'est simple. Si vous le remettez, c'est 3 puissance n fois 2 sur 2n factoriel divisé par factoriel n et factoriel n plus 2. Merci.
OK? Formule close. Bon, alors à partir de maintenant, il n'y a pas besoin de retenir celle-ci par cœur. En revanche, je vais faire quelques petits développements asymptotiques. Je ne vais pas les faire, hein, je vous dis qu'on peut les faire. Et les formules qui vont venir maintenant, elles sont importantes pour les cartes aléatoires. Alors, je vais déjà vous donner une définition. Ça paraît un peu fou de donner une définition pour une fonction toute bête. On définit, mais elle est super importante. On définit ce que je vais appeler h flèche de L. C'est tout simplement 2L fois 2 puissance moins 2L fois le coefficient binomial, le machin là, 2L factoriel divisé par L factoriel factoriel. Ça, c'est pour L plus grand que 0 et égale 0 si L est plus petit que moins 1. Une fonction toute bête, mais retenez-la parce qu'elle va jouer un très grand rôle. Pourquoi elle joue un très grand rôle? Parce que, et en plus elle est universelle, c'est-à-dire que là, dans ce cours PECO, j'ai décidé de me focaliser sur le cas des quadrangulations, mais si vous allez jeter un œil aux lecture notes, en fait, on peut faire ça dans une bien plus grande généralité, et c'est toujours la même fonction qui ressort. Donc c'est pour ça que je la mets en exergue. Alors pourquoi elle est importante? Parce que si vous regardez le nombre de quadrangulations avec n face interne périmètre 2L, et que vous faites un développement asymptotique quand n tend vers plus l'infini à L fixe, vous utilisez Stirling et vous voyez que ça se comporte comme une constante qui dépend de L fois n puissance moins 5 demi fois 12 puissance n. Ça, c'est le premier exposant critique que l'on voit apparaître. C'est ce n moins 5 demi, 5 demi, le premier exposant critique. Il ne va pas être super important, mais ce qui est super important, c'est que ce C de L, ce coefficient-là, il est égal à une petite constante, on s'en fiche, combien elle vaut. Bon, j'ai dit qu'on s'en fichait, mais elle vaut 1 sur 4 racines de pi, juste pour le dire, fois 8 puissance L, fois cette fonction h flèche de L. 12, 8, et puis h flèche. C'est tout ce que je vous demande de retenir. OK? En particulier, regardez h flèche de L, quand L tend vers plus l'infini, à quoi c'est asymptotique? Vous avez le coefficient binomial central, donc ça c'est 4 puissance L divisé par racine de L à peu près. Vous enlevez le 4 puissance L et vous multipliez par L, donc c'est à peu près racine. C'est constante fois racine. Ça c'est constante fois racine de L. Donc ça c'est le deuxième exposant critique qu'on voit intervenir, L puissance 1,5. Et celui-ci va être très important. OK? Donc retenez la définition de CL et l'expression de CL. Et il va me falloir encore un autre nombre, et après c'est fini avec la combinatoire. C'est ce nombre-là, que je vais noter WL. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais sommer pour tous les n à L fixé le nombre de cartes de volume L de périmètre 2L. On connaît bien ce nombre. Si je fais cette série-là, c'est violemment divergent, à cause notamment de ce facteur exponentiel, 12 puissance n. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tuer le facteur exponentiel, 12 puissance moins n. Si je tue ce facteur exponentiel, je me retrouve avec un n puissance moins 5 demi, donc la série est sommable. D'accord? Donc ça, c'est sommable. Et ce truc est égal à. Alors, exercice, hein, c'est facile à faire. Pourquoi? Parce que vous voyez la forme que vous avez que des factoriels. Vous pouvez trouver la forme exacte de la série génératrice. Vous faites des petits calculs, c'est exact. Et ça vaut quoi? Ça vaut 8 puissance L, le même 8 puissance L qu'ici, fois
h de L, h flèche de L, le même, divisé par L, L plus 1, L plus 2. C'est ça. En particulier, quand L est grand, ça se comporte comment? Vous avez le 8 puissance L qui est là, qui va rester. Et le facteur polynomial, ici, je vous ai dit que h flèche de L, c'était à peu près racine de L. Et donc je divise par L3, donc c'est L puissance moins 5 demi. Ah, rebelote, revoilà le n puissance moins 5 demi. Voilà, c'est tout ce que je vous demande de retenir. C'est des calculs, hein. Je ne vous demande pas de les faire, je vous demande juste d'imaginer que vous pouvez les faire en temps fini. D'accord? Alors je vais réinterpréter ce nombre-là. Et ça va être enfin l'entrée en scène des probabilités. Je vais réinterpréter ce WL à l'aide d'une mesure de probabilité. Alors, définition super importante. Alors, on définit sur ce que je vais noter QL, qui est l'ensemble des quadrangulations à bord de taille 2L, mais dont le nombre de faces à l'intérieur n'est pas fixé, une mesure de probabilité notée P double barre L que j'appelle la mesure de Boltzmann, ou la proba de Boltzmann, c'est pareil. Mesure de Boltzmann, et qui est simplement donnée par quel est le poids d'une quadrangulation Q à bord de périmètre 2L. Eh bien, c'est simplement 12 puissance moins le nombre de faces internes de Q. Donc, si Q appartient à un QNL, c'est juste le N. D'accord? Sauf que si je fais ça, quelle est la masse de PL? C'est tout simplement WL, là-bas. Donc, je divise par la fonction de partition WL. D'accord? C'est tout bête, mais ça va être la définition clé. D'accord? Donc, ça me choisit une quadrangulation de périmètre 2L. Le 2L est fixe, c'est le périmètre. Et la taille, le nombre de quadrangles à l'intérieur n'est pas fixe, il est aléatoire et il est donné par cette mesure de probabilité. D'accord? Et donc le premier but, ça va être d'essayer de comprendre la géométrie d'une quadrangulation aléatoire tirée selon cette mesure de proba. Ok? C'est clair? C'est très bien qu'il me reste 10 minutes, comme ça je peux commencer à faire un petit peu de peeling, d'exploration, parce que je sais que c'est difficile à digérer, et donc je reviendrai la prochaine fois. Ok, ça clôt le chapitre sur l'équation de Tott. 3 choses à retenir. 1, 2 et 3. C'est tout. Chapitre 3. L'épluchage. Allons-y. J'ai failli louper mon effet théâtral. Ouf. Tadam! Alors, dans le chapitre 3, on commence par petit 1, les sous-cartes.
Alors, à partir de maintenant, toutes les cartes que je vais considérer, ça va être des quadrangulations à bord. D'accord? Donc, vous oubliez les triangulations, vous oubliez toutes ces choses saugrenues, ça va être des quadrangulations à bord. Mais, généralement, j'utiliserai la lettre M quand je n'utiliserai pas les propriétés fines des quadrangulations. Mais pensez quadrangulation à bord. Ok, donc, je vais donner une définition très importante. Si M est une carte, je vais définir ce que j'appelle une sous-carte de M. Ce que je vais noter E. E, c'est pour explore, explored, explorer. Parce que je vais penser à cette sous-carte comme une région que j'ai déjà explorée dans ma carte M. Alors, E est une sous-carte de M. Qu'est-ce que ça va être que cette définition? Donc là, vous avez votre carte M. Imaginez, c'est votre carte sous-jacente. Elle est bien enracinée. Et là, vous pouvez vérifier, c'est une quadrangulation. Je vais avoir deux points de vue différents sur cette même notion de sous-carte et je vais le faire apparaître avec deux couleurs. Donc, E est une sous-carte, il va y avoir deux points de vue différents. Il va y avoir le point de vue ici de carte avec trou et ici de ce que je vais noter E petit rond que je vais dessiner là. Alors, ne vous impatientez pas, je dessine un sous-ensemble du dual de ma carte. Hein, le dual de ma carte, vous vous souvenez, c'est toutes les arêtes dual, et je mets un point dans chaque face. Et je dessine en rouge un sous-ensemble du dual. Voilà, par exemple. Voilà. Ça, je vais l'appeler E ronde. Alors, c'est quoi E ronde? C'est un sous-ensemble connexe de la carte dual qui contient la face racine. Vous vous souvenez, la face racine, je l'ai notée FR. La face racine, c'est celle-là. D'accord? Première définition, voilà, un truc rouge comme ça, c'est une sous-carte. C'est juste un sous-ensemble connexe du dual qui contient la face racine. Meilleure définition, ce que je vais faire, je vais associer une carte à trou. Et ce que je vais imaginer, c'est que je vais prendre ma paire de ciseaux favorite, ou mon cutter, si je préfère le faire au cutter, mais il faut faire plus attention aux enfants. Et je vais découper selon toutes les arêtes de la carte qui n'ont pas été sélectionnées, dont le dual n'a pas été sélectionné. Donc je vais couper là, ici, là, là, je vais couper là, etc., etc., etc. Je le fais et je vous dis ce que ça donne et vous vérifiez en même temps. Si je fais ça, ça va me donner un truc comme ça. Bon, c'est sûr que je vais me planter, hein, mais bon. Ça commence bien ou... Oui, plus ou moins. Il faudra que je fasse 3 pas de recul pour vérifier. Voilà, j'espère que c'est bon. Ceux qui sont spécialistes, si vous voyez une erreur, vous me le dites. Hein. Même ceux qui ne sont pas spécialistes. Hein.
voyez que toutes les arêtes qui sont en rouge, j'ai gardé leurs arêtes duales, leurs arêtes blanches ici, et ça forme des arêtes internes de cette carte à trous, et que toutes les autres arêtes, j'ai découpées. En particulier, ça s'appelle une carte à trous parce que vous voyez, il y a des trous. Ici, il y a un trou. Et il y a un autre trou qui est le trou externe, mais bon, il n'y avait pas vraiment de... Là, c'est parce que j'ai décidé de le représenter comme ça, j'aurais pu le représenter sur la sphère, et ça faisait 2 trous. D'accord? Vous voyez ce que j'ai fait? Est-ce que c'est clair? J'ai juste découpé le long de toutes les arêtes blanches qui ne sont pas traversées par une arête rouge. Alors ça, j'appelle ça la carte à trous, je l'appelle E. Elle est associée, si je vous donne la carte M et le sous-ensemble rouge, vous me retrouvez E. Attention, si je vous donne que le sous-ensemble rouge, vous ne pouvez pas retrouver E. Parce qu'il vous faut la carte M à l'intérieur pour pouvoir découper. Il y a plus d'informations dans E que dans le truc rouge. Par exemple, ici, vous savez que vous êtes dans un quadrangle qui a 3 faces exposées, etc. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une carte à trous? Une carte à trous, c'est la définition, c'est une carte où il n'y a que des quadrangles, parce que je me suis restreint au cas des quadrangulations, il n'y a que des quadrangles, sauf pour certaines faces, que je vais appeler les trous. Il y a une arête racine quelque part. Et ces trous sont de degré arbitraire, mais pairs. Et, chose remarquable, ils sont simples. Quand je fais le tour du trou, je ne rencontre pas de point de pincement. D'accord? Bord simple. Ça vient de ma définition, en fait. J'ai découpé avec des ciseaux, donc si j'avais eu un point de pincement, j'aurais découpé. Alors pourquoi je dis que c'est une sous-carte? Je noterai ça, E est inclus dans M, et je dis que c'est une sous-carte de M. Mais je prétends que je peux passer de E à M par une opération simple. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplir les trous. Regardons ce trou-là. Par quoi il est rempli? Bien, il est rempli par ce truc-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je mette ici? En fait, il faudrait que je mette... Je ne vais pas y arriver, hein. Vous allez m'aider? Je ne vais pas y arriver. Non, je vais peut-être y arriver. Voilà. Dans ce trou blanc ici, je mets une carte qui est simplement une quadrangulation à bord et je recolle. Je vais faire un autre dessin pour que vous compreniez mieux ce que je veux dire par là. Donc je dis que E est une sous-carte de M, car pour passer de E à M, on remplit les trous de E. Donc E est une sous-carte de M, car pour passer de E à M, on remplit les trous de E. Imaginez, vous avez un trou, un truc comme ça. Je vais prendre un autre exemple. C'est où? Ah, voilà. Imaginez, ça c'est un trou, et je remplis avec une carte comme ça. Donc le périmètre doit être
imaginez que ça c'est le trou d'une carte à trous, et que je le remplis avec une carte comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que je vais imaginer que je vais coller la frontière simple du trou de E sur cette carte qui a été donnée. Donc, je déforme un petit peu ce dessin pour que vous y voyez un petit peu plus clair. Mon trou est déformé en ça. D'accord? Ah, pardon. Deux remarques. Pour pouvoir faire cette opération de chirurgie et de collage, de coller une carte à l'intérieur d'un trou donné, il faut que la carte ait le bon périmètre. Il faut que mon trou ait un périmètre 2P et que ma carte ici ait aussi un périmètre 2P. Deuxième remarque, la carte n'a pas forcément un périmètre, un bord simple. Regardez ici, il y a des pinch points. Mais l'opération de collage est bien définie parce que le trou, lui, a un bord simple. Donc, je peux bien déplier son bord pour le recoller à l'intérieur. Troisième remarque que je passe un petit peu sous le tapis, c'est que, oui, bah, quand même, il ne faut peut-être pas trop déconner, j'aurais pu tourner ma carte là. Il va falloir bien que je décide quelle arête je vais coller avec quelle arête. Oui, parce que ça, c'est une carte à bord, une quadrangulation à bord, donc c'est donné avec une arête racine, mais il faut bien que je décide que cette arête racine, je vais la coller sur un certain trou. Ça, c'est pas grave du tout parce que, imaginez, vous avez un grand catalogue, très épais, qui, dès que vous avez une carte à trous, vous a spécifié de manière déterministe, sur chacun des trous, une arête orientée. Vous avez fait ça une fois pour toutes, dans un grand catalogue. Donc, celle-ci est enracinée, le trou est enraciné là. Enraciné de telle façon à ce que le trou se trouve à gauche. Dans votre opération de collage, vous allez prendre votre quadrangulation à bord, vous allez la mettre dans le trou, vous allez identifier les deux arêtes en vis-à-vis, les deux arêtes orientées, et vous faites votre opération de collage. D'accord? Bien, je vais m'arrêter là et je redémarrerai avec ça la semaine prochaine, mais j'aimerais que vous le digériez un petit peu. Ce point de vue de sous-carte, parce que ça va être vraiment la clé. À partir de là, le peeling, c'est 2 lignes. Une fois que vous avez bien compris ce que c'est qu'une sous-carte d'une carte donnée, avec les deux visions différentes, vues comme un sous-ensemble rouge dans le dual, ou vues comme une carte à trous. OK ? Je m'arrête là. À la semaine prochaine.